Un nouveau jour est-il en train de se lever sur le Venezuela? Nous voilà 48 heures après le renversement de Nicolás Maduro et le pays est en train, au moment où je vous parle, de se réveiller. Il est toujours sidéré, partagé entre l'espoir d'une nouvelle ère plus apaisée qui s'ouvrirait et des craintes de turbulence. Le président déchu vient de passer sa première nuit dans une prison de New York. Il doit être présenté tout à l'heure à un juge de Manhattan. Et c'est depuis son enlèvement sa vice-présidente Delcy Rodriguez qui est aux commandes. Mais son destin semble lui aussi fortement lié aux intentions américaines. Trump assurant diriger la transition depuis Washington. Quelle suite attendre alors que le président américain menace aussi désormais d'autres pays voisins? Quel risque en interne alors que les durs du régime n'ont pas quitté Caracas? On va commenter aussi pendant cette demi-heure les questions de l'égalité de l'intervention américaine alors que le sujet va être abordé tout à l'heure à l'ONU par le Conseil de sécurité. Nous accueillons aujourd'hui Thomas Posado. Bonjour, vous êtes notre invité du jour. Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'université de Rouen. Merci de nous éclairer pendant cette demi-heure. Je le disais en introduction, on est 48 heures après cette opération qu'on peut qualifier de plusieurs façons. Surréaliste, impressionnante, illégale aussi, diront certains. Est-ce que vous réalisez, vous, spécialiste de l'actualité latino-américaine, ce qu'il s'est passé ce week-end, ou êtes-vous encore, comme les Vénézuéliens, toujours sidérés? Il y a une part de sidération. Enfin, personne ne pouvait imaginer un acte d'une telle gravité, des actes de guerre contre un pays souverain qui se sont passés donc dans la nuit de vendredi à samedi. On l'a vu venir. Hein. Enfin, on a vu cette escalade unilatérale des États-Unis depuis 4 mois, mais à force d'avoir une vingtaine de déclarations de menaces militaires de la part de Donald Trump, elles se devenaient presque démonétisées. On voit la brutalité avec laquelle cette action a été menée. Et oui, c'est un changement dans les relations entre les États-Unis et le Venezuela, en Amérique latine, voire même dans le monde. Enfin, c'est un précédent très grave dans les atteintes au droit international. On se demande avec quel argument on pourra repousser les ingérences de la Chine à Taïwan si les États-Unis se permettent des actes de ce type au Venezuela. Au moment où vous apprenez l'intervention, samedi matin, vous vous dites quoi exactement? Je vous avoue que j'ai même douté de cette information, Mm. déjà par son caractère inédit et par l'habitude de Donald Trump de dire des choses qui ne sont pas forcément avérées. Il a fallu plusieurs heures pour en prendre conscience et pour avoir des vérifications de l'information. C'est difficile de travailler sur l'information en période de présidence de Donald Trump. Une fois qu'on voit que ces informations sont avérées. Ce qui a été la question, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Mm. Venezuela et de fait, il y avait beaucoup de déclarations qui parlaient de la chute du régime, etc. Et on voyait qu'au Venezuela, il y a une certaine stabilité, il y a même une étrange normalité aujourd'hui au Venezuela, une stabilité des institutions militaires, une absence de mouvements de masse dans la rue, que ce soit en faveur ou en défaveur de Nicolás Maduro. Visiblement, le camp Maduro, enfin le camp maintenant Delcy Rodriguez, essaye de mobiliser les Vénézuéliens, mais des Vénézuéliens qui sont eux aussi sidérés et dont le soutien à Nicolás Maduro est limité, mais on voit des mobilisations qui sont même plus faibles que celles dont jouissait Nicolás Maduro quelques jours avant son arrestation. Thomas, Euh, les, les- les- Oui. Thomas Posado, je vous interromps, pardonnez-moi, parce que je ne sais pas si vous avez un écran à portée de main, mais sinon je vais vous décrire les images. On est en direct avec New York. Ce sont des images live là, que vous apercevez à l'écran, vraisemblablement du véhicule qui est en train de transférer Nicolás Maduro du centre pénitentiaire où donc il a passé une première nuit en prison vers le tribunal fédéral de Manhattan devant lequel il doit comparaître aujourd'hui. Ça va être évidemment l'une des grandes séquences de cette journée. On est en train de vivre en direct ces images. Évidemment, la télévision américaine est en boucle là-dessus 24 heures sur 24. On a maintenant des images qui attestent de ce qui s'est passé. Vous évoquiez il y a quelques instants les doutes que vous aviez pu avoir dans un premier instant. Depuis, on a vu l'image de Nicolás Maduro menotté. Et on a maintenant là ces images de ce qu'on voit avec peut-être cette autre séquence qui pourrait être importante pour les Américains, comme pour justifier l'opération américaine de la comparution de Maduro devant la justice américaine. Ça va être un moment important qui fera date.
Oui, bien sûr. Enfin, après, il ne faut pas être dupe de ce qui est en train de se produire et que désormais, on est dans une bataille de communication où tout est fait par l'administration Trump pour humilier Nicolas Maduro et essayer de l'exhiber comme un trophée. Enfin, la photo grimée avec un masque sur les yeux, les photos menottées à sa descente de l'avion. Là, tout le parcours judiciaire qui va être celui de Nicolas Maduro, un procès dont on peut douter de l'honnêteté, avec des procédures qui sont très spécifiques, où les conditions de l'arrestation ne peuvent pas être mises en cause dans le jury, où des actes qui ont été commis au Venezuela peuvent être reprochés selon des lois états-uniennes. C'est pas un procès honnête, enfin contradictoire, tel qu'on en a dans l'état de droit de démocratie digne de ce nom. Et il y a une manœuvre de communication pour humilier un ennemi politique et exhiber une prise de guerre. C'est ça qu'est Nicolas Maduro désormais pour Donald Trump, et un moyen de pression pour Delcy Rodriguez. Enfin, les paroles de Donald Trump parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire de dire à Delcy Rodriguez, je suis prêt à vous faire pire que ce que je fais à Nicolas Maduro. C'est une menace sans précédent vis-à-vis d'un chef d'État souverain, et ça met Delcy Rodriguez dans une position strictement impossible. Tout son parcours la conduirait à maintenir un affrontement avec les États-Unis, avec ce niveau de confrontation militaire et ce niveau de menace. C'est difficile d'imaginer qu'elle puisse tenir un rapport de force avec la puissance de Donald Trump. Il y a effectivement beaucoup de questions qui se posent, hein, notamment sur cette transition, ces menaces qui ont été réitérées à l'égard, vous le disiez, de Delcy Rodriguez, qui doit être confirmée par le Parlement, hein, cet après-midi. On va peut-être revenir d'abord, avant d'aller plus loin, sur ce qui se passe sur la scène intérieure, hein, vénézuélienne, avec notre correspondante notamment. On va peut-être revenir en images sur ces 2 derniers jours, 48 heures évidemment cruciales pour l'histoire du Venezuela, et sur cette opération américaine dont on en a appris un peu plus depuis ce week-end. Je vous laisse découvrir tout cela. Commentaire signé Nathalie Pérez pour France 2. Nicolas Maduro menotté, escorté d'agents américains. Voici le président déchu du Venezuela à New York, à son entrée dans les locaux de l'Agence fédérale antidrogue. Il tente de faire bonne figure, souhaite bonne nuit et bonne année en anglais à ceux qui l'accueillent. Son arrivée par hélicoptère dans la nuit à New York a été filmée en direct par les télévisions nationales. Sa silhouette sombre, son visage dissimulé sous une capuche, traqué. Nicolas Maduro, que les États-Unis accusent de narcoterrorisme, a ensuite été transféré dans une prison de Brooklyn, sous les cris de joie de quelques dizaines d'exilés vénézuéliens. L'épilogue d'une opération hors norme, dont les détails sont dévoilés les uns après les autres. En août dernier, des agents de la CIA pénètrent sur le sol vénézuélien pour collecter un maximum d'informations sur le quotidien du président. Drone furtif, taupe au cœur même de son entourage, Nicolas Maduro ignore le piège qui se resserre autour de lui. Nous savions tout des déplacements de Maduro, de ses lieux de résidence, de ses déplacements, de ses repas, de ses vêtements et même de ses animaux de compagnie. À des milliers de kilomètres de Caracas, au Kentucky, les forces américaines s'entraînent même sur une reproduction de l'une de ces résidences. Vendredi soir, 22h46, la météo est favorable. Donald Trump donne son feu vert. 150 hélicoptères, drones, bombardiers ont décollé de 20 bases américaines. À 2h01, des hélicoptères s'approchent de la résidence de Nicolas Maduro. Sa sécurité riposte. Un appareil est touché. L'unité d'élite Delta Force fait sauter la porte d'entrée. 5 minutes plus tard, Nicolas Maduro et sa femme sont capturés sans opposer de résistance. À Caracas, les seuls qui osent manifester sont ces quelques partisans du président capturé. Ils brûlent le drapeau américain. Le peuple restera dans la rue et continuera de résister. Nous voulons le retour de Nicolas Maduro. Les 8 millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays saluent, eux, la fin de la dictature. C'est aussi ce que préfère retenir Emmanuel Macron dans ce tweet. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro et ne peut que s'en réjouir.
Le président français ne conteste pas la légalité de cette intervention, une position qui ulcère la gauche pour qui les États-Unis bafouent le droit international. Voilà, le chef de l'État français qui a depuis pris la parole ce matin face à la polémique qui était en train d'enfler. C'était en Conseil des ministres. La méthode utilisée n'est ni soutenue ni approuvée par la France. Voilà la nouvelle déclaration du chef de l'État français. On va revenir à ce qui se passe évidemment aujourd'hui aux États-Unis. Il y a cette séquence, donc cette comparution de Nicolás Maduro qui est attendue dans quelques heures à New York. Il y a aussi le Conseil de sécurité de l'ONU qui a été saisi par Caracas et qui va se réunir tout à l'heure en s'interrogeant sur la légalité de l'intervention. On s'est d'ailleurs, nous, journalistes, pour rien vous cacher, interrogés pendant de longues heures sur les mots qu'il fallait employer: enlèvement, capture. La légalité de cette intervention américaine, elle se pose plus que jamais aujourd'hui. Thomas Posado. Oui, tout à fait. Elle se pose dans le sens où elle n'est pas légale. Du point de vue du droit international, on ne peut pas intervenir dans les affaires dans notre État de cette manière-là. On ne peut pas capturer ou enlever ou kidnapper le chef de l'État d'un État souverain. Les cas où les déclarations de guerre sont autorisées, c'est quand il y a une autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU et en état de légitime défense. C'est évidemment pas le cas. C'est encore moins. C'est pas le cas non plus du point de vue de la légalité des États-Unis d'Amérique. Ils auraient dû informer le Congrès de ce qui était en train de se présenter et des opérations qui étaient en cours. Et cela depuis plusieurs mois. C'est pas seulement la capture de Nicolás Maduro qui pose question, c'est y compris les bombardements qui ont lieu depuis début septembre dans la mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique, dont le Congrès n'a jamais eu information et sollicitation d'autorisation. Donald Trump s'affranchit de toutes les règles, que ce soit en termes de droit international ou que ce soit en termes de juste légalité dans son propre État des États-Unis. C'est un véritable problème. En dehors du fait de la légitimité, au-delà de la légalité, de la légitimité d'une telle action qui est une reprise en main, considérer que l'Amérique latine fait partie du territoire états-unien et dans lequel il peut exercer les pouvoirs de police comme si c'était le territoire états-unien. Donc c'est un vrai problème de légalité et de légitimité sur plein d'aspects. Trump qui assure aujourd'hui, il l'a répété depuis l'Air Force One l'année dernière, diriger le Venezuela. Qu'est-ce que ça nous dit de cette transition qui ne fait que commencer, de Delcy Rodríguez, vous l'évoquiez tout à l'heure, vice-présidente, numéro 2 du régime, qui devrait être contestée. Alors il la menace et en même temps il la place. On dit en coulisses qu'il se serait beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a toujours des effets de communication derrière. On sait qu'il y a eu des conversations, y compris avec Nicolás Maduro, entre Donald Trump et Nicolás Maduro. Ça a été avéré vérifié par les deux protagonistes. Le ton de Donald Trump est très présomptueux. Il ne dirige pas le Venezuela. Il n'y a aucun soldat états-unien sur le sol vénézuélien. Il essaye de vouloir soumettre Delcy Rodríguez et que Delcy Rodríguez agisse comme si le Venezuela était un protectorat des États-Unis et agisse sous les ordres du président des États-Unis d'Amérique. C'est pas le cas selon vous ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, Delcy Rodríguez a créé aujourd'hui une commission pour le retour de Nicolás Maduro et continue à mobiliser la population vénézuélienne contre l'invasion étrangère. Donc, elle appelle à une coopération d'égal à égal en respectant les souverainetés nationales. Elle n'a pas signé d'accord de subordination avec Donald Trump. Ces marges de manœuvre sont tout de même extrêmement réduites et la pression militaire est telle qu'elle pourrait être forcée par les États-Unis à adopter cette posture. Rien dans son parcours ne supposerait qu'elle va l'adopter, mais les conditions politiques et les conditions militaires dans lesquelles elle se trouve pourraient la forcer à se retrouver dans cette situation. Mais rien n'est moins sûr. Enfin, du côté du Venezuela, on peut opposer une résistance. Nicolás Maduro avait proposé des négociations à Donald Trump qui n'avaient pas abouti. Difficile de voir jusqu'où va aller cette escalade unilatérale de la part de Donald Trump. Est-ce qu'il va s'arrêter à un moment ou est-ce qu'il va vouloir clairement considérer que le Venezuela fait partie du territoire états-unien ?
Alors, on va aller prendre le pouls, justement, c'est intéressant, du côté de Caracas. Avant d'aller retrouver Alice Campagnol, je vous propose de découvrir ces quelques images. Quelle réaction au Venezuela après ces bombardements américains pendant le week-end, après être restés enfermés chez eux dans les heures qui ont suivi l'attaque en pleine nuit. Les habitants osent désormais enfin sortir. Quelques milliers de partisans ont répondu à l'appel du gouvernement, mais la plupart des Vénézuéliens s'inquiètent désormais face à l'incertitude politique. Des explications tout de suite de Noémie Roche, regardez. Figurines de leurs dirigeants érigées en héros à la main, ces Vénézuéliens réclament le retour de Nicolás Maduro, enlevé samedi par un commando américain. Nous ne voulons pas qu'on nous impose un gouvernement yankee. Nous sommes libres et souverains. La constitution bolivarienne est le socle de notre peuple. Donald Trump ne nous volera pas notre pétrole. Rubio ne nous gouvernera pas. Une colère partagée par les habitants du quartier bombardé par les États-Unis, victimes collatérales de l'attaque. Le choc m'a projeté contre le mur et m'a causé cette blessure ici. Ma tante est morte. Elle n'est pas morte ici mais à l'hôpital, quand nous l'avons transportée. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités vénézuéliennes concernant le nombre de victimes civiles ou militaires. Dans la capitale, les Vénézuéliens semblent surtout hébétés et inquiets. Alors, comme lorsqu'une crise se profile, ils font des réserves. On erre à la recherche de médicaments, de nourriture. C'est l'angoisse et le désespoir qui règnent. On ne sait pas ce qui va se passer. On vit tous dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Quelles seront les directives pour qu'on puisse reprendre une vie normale? Une normalisation encore lointaine, selon l'opposition restée discrète jusqu'ici. Ce moment marque un pas important mais pas suffisant. Le pays ne pourra retrouver sa réelle normalité que lorsque tous les Vénézuéliens, privés de liberté pour des raisons politiques, véritables otages d'un système de persécution, seront libérés. Les regards sont désormais tournés vers la vice-présidente Delcy Rodríguez, désignée présidente par intérim par la Cour suprême pendant 90 jours. Menacée par Donald Trump, celle-ci assure vouloir coopérer avec les États-Unis. Voilà, on va reprendre la direction de New York pour commenter de nouveau ces images. Celle du convoi qui a donc transporté, ça y est, le président vénézuélien déchu, Nicolás Maduro, du centre pénitentiaire de New York au tribunal fédéral de Manhattan, où il doit donc comparaître aujourd'hui. Vous apercevez ici le véhicule vide, donc repartir. Pendant qu'on vous montrait ces images de Caracas, on a aperçu le président déchu sortir du véhicule. Il est détenu à Brooklyn depuis samedi soir. On a vu ces images en direct, évidemment, présentées par les médias américains. Alors, on m'indique à l'instant que le président vénézuélien déchu aurait donc changé de véhicule. On imagine qu'il s'agit d'un protocole sécuritaire, importante opération de transfert qui est en cours et vous la vivez en direct à nos côtés. Peut-être un mot de notre correspondante Alice Campagnol qui est à Caracas au Venezuela. On est tous en train de regarder ces images ici, alors depuis Paris, depuis New York forcément. Est-ce que c'est le cas aussi depuis le Venezuela? Est-ce qu'on se soucie de ce transfert? Est-ce qu'on se soucie de cette comparution annoncée du président vénézuélien déchu, ou est-ce que ce n'est plus un sujet? Écoutez, moi je crois qu'ici ce n'est plus vraiment un sujet. D'un côté, il y a les opposants qui sont satisfaits, ça y est, il est parti. Peu importe en réalité où il se trouve maintenant, s'il va vraiment passer devant la justice. Je crois que pour ce côté-là de la population, ce qui importait, c'était son départ et le départ de ses proches aujourd'hui, mais qui tiennent toujours le pouvoir. Du côté de ses partisans, même chose finalement, peu importe s'il est jugé actuellement, parce que pour eux, Nicolás, tout ceci n'était qu'une excuse pour finalement profiter des ressources du pays. Et eux, ce qu'ils veulent, eh bien, c'est le retour de leur président. Vous avez montré les images. Hier, ils étaient rassemblés et voilà, ils exigeaient le retour de celui qu'ils ont élu. Donc,
Aujourd'hui, je pense qu'on est passé à autre chose. Ici, à Caracas et au Venezuela, la vie reprend son cours peu à peu. Voilà, nous on est évidemment suspendu à ces images qu'on vous fait vivre donc en direct. Ce transfert, un convoi lourdement armé, là aussi on l'aperçoit à l'écran. Si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct, sachez qu'on est en train de vous faire vivre le transfert du centre d'incarcération où étaient détenus depuis samedi soir Nicolás Maduro et son épouse jusqu'au tribunal fédéral de Manhattan. Il a déjà changé de véhicule il y a quelques instants. Il va peut-être sortir de cette voiture. On aperçoit une porte qui s'en trouve et une silhouette à l'intérieur. On m'indique qu'il est censé monter à bord d'un hélicoptère. C'est un important dispositif sécuritaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir nos correspondants à New York pour commenter cette séquence. On va peut-être s'interroger sur les suites. Et voilà, vous apercevez l'image. Est-ce que l'on devine ici les forces de sécurité qui encadrent ce véhicule et donc le couple à l'intérieur du véhicule et donc ce qui semble être Nicolás Maduro qui s'avance. Vous le voyez encerclé, encadré par ces policiers, ces militaires américains qui procèdent au transfert du président déchu, vêtu de kaki. Il faut rappeler qu'il a passé donc 2 nuits déjà en prison. Image surréaliste qu'on est en train de commenter ici en direct, vous l'imaginez. On parlait tout à l'heure avec vous, Thomas Posado, de la mise en scène par les Américains, évidemment, de ces images qui servent le narratif de l'administration Trump. À l'heure où Maduro est en train de monter à nouveau à l'intérieur de cet hélicoptère, un mot peut-être sur ce qui lui est reproché. 4 chefs d'accusation de trafic de drogue ainsi que de détention d'armes automatiques. Est-ce que ça tient la route, tout cela, pour vous ? Pas de preuve pour l'instant du dossier qui est inculpé, dont est inculpé Nicolás Maduro. Sur le trafic de drogue, c'est une accusation récurrente depuis le début du mois de septembre. C'est une accusation qui est largement instrumentalisée politiquement et disproportionnée par rapport à ce qui se passe réellement au Venezuela. J'ai pas d'éléments concrets sur le dossier et l'administration Trump ne nous a pas communiqué de preuves là-dessus. Le Venezuela a un rôle très secondaire dans le transit de cocaïne, n'est pas un pays producteur de cocaïne, n'est pas un pays producteur de fentanyl, qui est la drogue qui cause le plus de morts aux États-Unis. Et la crédibilité de l'administration Trump sur le jugement du narcotrafic est très faible. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, Donald Trump a gracié Juan Orlando Hernández, qui a été président du Honduras entre 2014 et 2022, qui a été jugé et condamné par la justice des États-Unis après un procès équitable, après une extradition, des éléments à charge, à décharge, à 45 ans de prison pour avoir introduit 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Donc l'utilisation du narcotrafic est clairement un prétexte pour amnistier les amis politiques et punir les ennemis politiques. On a du mal à imaginer que l'administration qui a gracié une personne qui a été reconnue coupable de l'introduction de 400 tonnes de cocaïne a une quelconque crédibilité pour accuser Nicolás Maduro de cela. Enfin, il y a eu des dirigeants vénézuéliens, des neveux de Nicolás Maduro, des dirigeants comme Walid Makled, Hugo Carvajal, qui ont été convaincus de narcotrafic, mais ce n'est absolument pas cette dimension qui est la dimension la plus prégnante dans l'État vénézuélien. Hormis le couple Maduro, il y a 4 autres personnes, dont le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, qui est considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays, qui sont donc visés par ce nouvel acte d'accusation. Il y a aussi le fils de Nicolás Maduro. Ils sont notamment accusés de s'être alliés à la guérilla des FARC, des Forces armées révolutionnaires de Colombie, que Washington considère comme terroristes. Je ne sais pas si vous me voyez venir, Thomas Posado, mais il y a des pays voisins qui sont en train de s'inquiéter, et plus que cela, même aujourd'hui. J'évoque la Colombie, il y a aussi Cuba. Cuba qui a perdu plusieurs hommes dans cette attaque, plusieurs dizaines d'hommes, 32 au total. Il y a aussi le Groenland, après les menaces réitérées par le président américain. Oui, enfin, cette corollaire Trump à la doctrine Monroe, comme l'écrivait la Maison-Blanche dans la doctrine de sécurité nationale, ne semble pas avoir de limite.
Vous voyez déjà des ingérences en Amérique latine depuis plusieurs mois, des ingérences électorales dans les élections de mi-mandat en Argentine, des ingérences dans la proclamation des résultats aux élections présidentielles du Honduras, une ingérence dans le procès de Jair Bolsonaro au Brésil pour défendre son ami d'extrême droite Jair Bolsonaro. On voyait des pressions sur le canal de sur le contrat du canal de Panama ou sur la suspension des aides pour le trafic de drogue à la Colombie sur fond de tension avec Gustavo Petro. Autre élément qui montre que le prétexte du narcotrafic, c'est vraiment à géométrie variable pour Donald Trump. Là, on arrive dans un niveau de menace militaire tous azimuts qui est vraiment préoccupant. Et qui pourrait aller jusqu'où, selon vous? Parce que cette demi-heure arrive à son terme, pardonnez-moi, mais jusqu'où pourrait aller Trump? On a l'impression qu'on a atteint le sommet, là, avec cette intervention à Caracas. Je pense que l'Union européenne a une responsabilité d'avoir une réponse beaucoup plus ferme à l'égard de Donald Trump pour pouvoir arrêter, parce que Donald Trump ne connaît que le rapport de force et il va falloir arrêter Donald Trump dans ses pressions. Là, on est en menaçant le Groenland. Donald Trump menace clairement une partie membre de l'Union européenne. Le communiqué initial d'Emmanuel Macron n'est pas du tout à la hauteur de quelqu'un qui cherche un rapport de force et qui ne s'arrêtera que quand il y aura un rapport de force face à lui. Essayer d'avoir une conciliation avec Donald Trump ne sert strictement à rien en termes de relations internationales. Au contraire, ça lui permet d'avancer davantage. On a le Venezuela dont la légitimité démocratique pouvait être questionné à juste titre. Désormais, c'est Cuba, la Colombie ce matin. On parle dans 2 mois que ce sera le Groenland. Jusqu'où cet homme ira-t-il? Et qu'attendent les différents États souverains, l'Union européenne, qui est une puissance dans le monde, pour stopper cet homme et pour établir des limites? Parce qu'on sait que Donald Trump n'a pas de limites et que la Russie et la Chine se serviront de ces atteintes au droit international pour faire la même chose dans leurs zones d'influence, l'un en Ukraine, l'autre à Taïwan. C'est désormais l'équilibre du monde. Justement, est-ce qu'il n'est pas en train de donner des idées à d'autres pays en faisant cela? Vous évoquez aujourd'hui la Chine, la Russie. C'est plus une fenêtre ouverte, c'est une porte là. Oui, c'est des arguments qui pourraient être copiés-collés par le gouvernement chinois le jour où ils voudront faire une ingérence dans les affaires de Taïwan ou envahir l'île de Taïwan. Le monde tel qu'on le connaissait, avec un minimum de consensus et de concertation entre les différents États, est en train de disparaître, et il y a urgence à pouvoir arrêter ces projets impérialistes qui pourraient menacer à terme tous les États de la planète. Enfin, si l'Amérique appartient aux Américains tel que le définit Donald Trump dans le corollaire Trump de la doctrine Monroe, quid de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane? Elles seraient susceptibles de pouvoir voir la visite de GI et de fonctionnaires de la CIA sur leur sol. On est à un niveau de brutalité de la part de Donald Trump. Ce qui est toujours difficile avec Donald Trump, c'est savoir qu'est-ce qui est de la menace et qu'est-ce qui pourrait être mis en exécution. Les événements de la nuit de vendredi à samedi nous montrent qu'il est capable de mettre à exécution certaines de ces menaces qui semblaient un peu irréalistes et qui semblaient participer de son personnage un petit peu fantasque. Mais il est capable de le faire, et là, il y a... Je me permets, parce qu'on est en train d'apercevoir des images de Manhattan pour ceux qui connaissent New York et de sa skyline, parce qu'on est en train de suivre toujours en direct évidemment cet hélicoptère qui est en train de transférer Nicolás Maduro. Il était donc incarcéré à Brooklyn, dans le centre pénitentiaire de Brooklyn, et là il est en train de survoler New York. Il va bientôt arriver à Manhattan, où il y a donc ce juge fédéral qui l'attend, devant qui il va comparaître. On attendait cette séquence pour la fin d'après-midi. Il semblerait que ça se passe un peu plus tôt que prévu, parce que, pour rappel, sur la côte est américaine, on est en train de se réveiller. C'est une nouvelle journée qui commence. On est en train de joindre d'ailleurs nos équipes à New York pour commenter ce transfert. On m'indique qu'on est avec Sarah Anderson justement de New York. Bonjour Sarah, qu'on retrouve un peu plus tôt que prévu. Merci d'être avec nous. Les images, je ne sais pas si vous les avez sous les yeux. Vous êtes à Manhattan, où cet hélicoptère va donc se poser dans quelques secondes, quelques instants sous nos yeux. Je crois qu'on est d'ailleurs pas loin du siège de l'ONU, hein, là où cet hélicoptère est en train de se poser. C'est l'ultime étape du jour, avec cette comparution annoncée comme telle devant un juge fédéral de New York aujourd'hui.
Oui, effectivement, Nicolás Maduro et son épouse ont donc passé la nuit au centre de détention de Brooklyn. Ils sont donc transférés dans un convoi ce matin. Ils se rendront au tribunal qui se situe au sud de Manhattan, proche de l'hôtel de ville et du district financier. Nicolás Maduro devra ensuite comparaître devant un juge fédéral, a priori aux alentours de midi, heure locale. Alors, cette audience ne marque pas le début du procès, rappelons-le. En fait, elle constitue la première étape du parcours judiciaire, un parcours qui sera long. Mais lors de cette séance, les chefs d'accusation sont officiellement lus aux prévenus. Leur identité est confirmée et leur situation juridique est établie. Alors, on s'attend à ce que Maduro et son épouse, Cilia Flores, plaident non coupables et le juge leur ordonnera presque certainement de rester en détention. Alors, cette audience devrait, elle, rester relativement brève, mais elle est déterminante car elle ouvre la voie aux étapes judiciaires à suivre, qu'il s'agisse de fixer, par exemple, de nouvelles dates d'audience. Et il faudra ensuite constituer un jury pour examiner les preuves à leur encontre, et cela, pourrait prendre plusieurs mois. Alors voilà pour l'aspect juridique avec cette comparution annoncée donc à la mi-journée heure américaine, vous nous le disiez, et donc on est en train de vivre en direct cette séquence, vous l'apercevez, vous l'aviez sûrement reconnu, Nicolás Maduro en train de descendre de l'hélicoptère, cet appareil qui a procédé à son transfert depuis le centre d'incarcération de Brooklyn, donc jusqu'à l'île de Manhattan. Cet hélicoptère, comme c'est l'usage à Manhattan, qui atterrit non loin du quartier d'affaires, il donc risque d'être de nouveau convoyé, transféré par voiture jusqu'au tribunal. Nicolás Maduro et son épouse, tous deux transférés et accompagnés donc par les forces de l'ordre. On le vit en direct à vos côtés. Un mot peut-être, Sarah, de comment ces images sont perçues et reçues par les Américains eux-mêmes. On a assisté à des manifestations dès les premières heures après l'annonce de cette intervention américaine. On imagine que ce sont des images qui tournent en boucle là aussi à la télévision américaine aujourd'hui. Oui, effectivement, ces images font la une des médias et elles font beaucoup parler ici aux États-Unis. Des manifestations ont d'ailleurs eu lieu, par exemple, à New York, à Times Square hier. J'étais également devant le centre de détention où des dizaines de manifestants s'étaient réunis. C'est effectivement la plus grosse actualité du moment aux États-Unis. Voilà, vous vivez ce transfert de Nicolás Maduro et son épouse Thomas Posado, notre invité du jour, qui est toujours à mes côtés pour évidemment commenter cette séquence. Ça va jouer en deux temps aujourd'hui, parce que là on est en train de parler de la comparution de Nicolás Maduro et de sa femme devant le tribunal de Manhattan. Il va y avoir aussi l'autre séquence devant le Conseil de sécurité de l'ONU, saisi par Caracas sur la légalité de l'intervention américaine. On l'évoquait tout à l'heure, Thomas Posado. C'est deux temps et deux lieux différents à New York. Le Venezuela avait déjà permis la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU le 23 décembre pour statuer sur les menaces dans la mer des Caraïbes qui avaient lieu contre leur pays, et les bombardements de navires supposément de narcotrafiquants. Aujourd'hui, on a une audience au Conseil de sécurité de l'ONU sur des enjeux autrement plus graves, c'est-à-dire la capture d'un chef de l'État. J'avais écouté l'intégralité de ce Conseil de sécurité et j'avais été frappé par le faible soutien aux interventions états-uniennes, beaucoup critiqué, la légitimité démocratique du Venezuela, le respect des droits de l'homme au Venezuela. Je pense au Danemark, par exemple, qui a fait une intervention sur ce sujet. Mais tous, à l'exception évidemment des États-Unis, de l'Argentine de Javier Milei et du Guyana, qui a un différend territorial avec le Venezuela, tous les autres rappelaient le respect du droit international, le besoin de maintenir la souveraineté, l'intégrité territoriale des États. Alors pas grand monde était prêt à soutenir le Venezuela. C'est de ça dont souffre le Venezuela. C'est que cette intervention a pu avoir lieu, c'est que le Venezuela
peut jouir d'un certain nombre de soutiens diplomatiques dans la condamnation de la méthode utilisée par Donald Trump, mais aucun État dans le monde, pour l'instant, ne propose ses services militaires pour enrayer la menace états-unienne. La Russie est évidemment davantage occupée sur le front ukrainien que sur le front vénézuélien, et la Chine, qui est l'autre grande puissance qui soutient Nicolás Maduro, aujourd'hui Delcy Rodríguez, n'a pas cette pratique d'ingérence politique, pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur, les États peuvent agir comme bon leur souhaite. Pour le pire, leurs alliés ne peuvent pas bénéficier de ce soutien, et le Venezuela n'est pas la priorité du gouvernement chinois. On sait qu'ils mènent des exercices militaires à Taïwan pour eux aussi mettre à mal le droit international et faire triompher la loi du plus fort. Mais le Venezuela s'est retrouvé assez seul avec des soutiens diplomatiques, mais peu de soutien affirmé militaire qui lui permettrait de résister à la pression états-unienne. Aujourd'hui, finalement, qui encore soutient le Venezuela? On a vu les Iraniens réclamer, alliés évidemment de Caracas, réclamer la libération de Nicolás Maduro, et dans le même temps, après avoir là aussi reçu des menaces par Donald Trump, dire on va garder nos bonnes relations avec le Venezuela, quoi qu'il se passe. Oui, bien sûr. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de changement de régime. C'est-à-dire que pour l'instant, la Russie, la Chine, Cuba, l'Iran considèrent que Delcy Rodríguez, c'est la Delcy Rodríguez qu'ils connaissent, qui est en poste comme vice-présidente depuis 2018 et avec laquelle ils ont les meilleures relations. Ce qui était intéressant aussi dans les soutiens, c'est des gouvernements de gauche latino-américains. Je pense à celui du Chili sortant de Gabriel Boric, du Brésil de Lula, de la Colombie de Gustavo Petro, du Mexique de Claudia Sheinbaum, qui ont été critiques. Pour le Chili de Gabriel Boric, très critiques des atteintes aux droits de l'homme, du non-respect des résultats du scrutin de 2024, des fraudes massives qu'a commis Nicolás Maduro dans ce scrutin, et à la fois une condamnation extrêmement ferme de l'intervention états-unienne contre Nicolás Maduro et cette arrestation, kidnapping du chef de l'État. On a un positionnement qui me semble de nature à prendre en compte cette contradiction avec condamner l'intervention états-unienne. Ça ne veut pas forcément dire donner quitus à Nicolás Maduro sur les atteintes aux droits humains et sur les atteintes aux libertés démocratiques. Ce sont deux sujets bien différents. Effectivement, Donald Trump a présenté cette opération à Caracas comme une remise au goût du jour de la doctrine Monroe, qu'il a d'ailleurs lui-même rebaptisée doctrine Donroe. Il y met sa marque, le D de Donald Trump. Cette doctrine, on le rappelle, considère que l'Amérique latine est la chasse gardée des États-Unis, mais en rebaptisant la doctrine Donroe, on sent bien cette volonté d'aller au-delà des frontières du continent latino-américain. Ça nous dit quoi de Donald Trump, de sa politique expansionniste aujourd'hui? Qu'il est sans limite? Ça nous dit bien sûr qu'il n'a pas de limite, qui peut s'affranchir de tout, et en particulier dans ce qui a été longtemps la zone d'influence des États-Unis, qui était une zone dans laquelle désormais les États-Unis étaient dangereusement concurrencés par la Chine, et qui est toujours dangereusement concurrencée par la Chine. L'intervention de ce week-end ne change pas le fait que la Chine domine les États-Unis dans le commerce avec le Brésil, avec l'Argentine, avec le Chili, avec le Pérou, qui a un port gigantesque chinois, le port de Shanghai, qui est en cours de construction au Pérou. Cette donnée économique, c'est une donnée lourde. On a du mal à imaginer que les coûts de communication, que les stratégies militaires, aussi brillantes soient-elles, parce que d'un point de vue militaire, c'était brillant ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, changent quelque chose à ce relatif déclin commercial que connaissent les États-Unis en Amérique latine, et cette montée en puissance de la Chine. On verra jusqu'où va la pression de Donald Trump dans ce sens-là, et si cette stratégie militaire de Donald Trump enraye la montée en puissance de la Chine, ou au contraire accentue le déclin commercial des États-Unis en Amérique latine. Un mot des voisins qui ont réagi avec beaucoup de ferveur. Vous nous le rappeliez, on est toujours en direct sur New York et sur ce qu'on voit qui est en train de transférer Nicolás Maduro, mais évidemment on continue de parler des menaces proférées par le président américain à l'égard des voisins. Je disais tout à l'heure, Cuba, la Colombie aussi, entre autres. À quel point doivent-ils se faire du souci aujourd'hui ?
Il y a quelques jours, je vous aurais dit que Donald Trump, s'occuper du Venezuela, c'est déjà un gros morceau. Et en plus, enfin, ce qui s'est passé, c'est que le début d'un processus. On sait que la transition sera un processus long qui va occuper beaucoup les États-Unis, qui va demander beaucoup d'énergie. Mais visiblement, cela n'arrête pas Donald Trump. Il menace désormais, Cuba, le Venezuela. Cuba est déjà atteint par les vols de pétroliers dans la mer des Caraïbes. Parmi les 2 pétroliers qui ont été saisis au mois de décembre au large des côtes vénézuéliennes, donc de pétrole vénézuélien, un était à destination de Cuba. On sait que Cuba est une île qui souffre du blocus états-unien et qui a d'énormes problèmes d'approvisionnement énergétique, et qui a des coupures d'électricité extrêmement récurrentes ces derniers mois, qui a une économie qui ne récupère pas du Covid, dont le volume touristique, qui était une manne d'argent extrêmement importante pour Cuba, n'est pas revenu à ce qui était le sien avant le Covid. Et agir contre le Venezuela, c'est déjà essayer d'affaiblir Cuba, et ça pourrait, dans l'idée de Marco Rubio, être en package, arriver à renverser le gouvernement cubain avec le gouvernement vénézuélien. Le gouvernement cubain a d'excellents services de contre-intelligence. D'ailleurs, les personnes assassinées et qui gardaient Nicolas Maduro étaient des Cubains. Ce qui se dit quand on entend les Trump dire ça s'est fait sans sang, c'était pas tout à fait vrai. La version américaine, qui aujourd'hui est quand même un peu contredite, tempérée avec ce bilan côté cubain. 32 hommes cubains qui ont perdu la vie dans l'opération américaine. Exactement, Donald Trump parlait d'aucun mort de son côté, mais souvent c'est le problème de Donald Trump, c'est qu'il considère que les vies, c'est seulement les vies des États-Unis, c'est les vies de ses compatriotes. On a l'impression que les vies des autres, des ressortissants des autres pays ne comptent pas. Effectivement, selon le New York Times, il y avait une 40aine de morts, dont oui, effectivement, plus d'une 30aine de Cubains, donc l'essentiel des victimes étaient cubaines. Et oui, ce que je disais, c'est que les services de contre-intelligence cubains sont particulièrement performant. Donc, une capture, un kidnapping de Miguel Diaz-Canel me semble pas aussi facile que cela a été le cas avec Nicolas Maduro, quoi qu'on peut plus présager de rien ces derniers jours. Mais les ambitions de Donald Trump, visiblement, atteignent désormais Cuba, la Colombie et on le disait tout à l'heure, une partie de l'Union européenne, à savoir le Groenland. Voilà, c'est pas Clovis Casali qui va faire démentir ce propos. Bonjour Clovis, qui nous a rejoint. Vous qui planchez aujourd'hui justement sur la politique expansionniste de Donald Trump. On sera avec vous dans le club dans quelques instants. D'ailleurs, on est en direct. Alors pardon, on est sur 2 choses à la fois. On commente évidemment les suites et en même temps ce qui se passe à New York. C'est le véhicule qui est en train de transférer Nicolas Maduro, que vous apercevez ici avec C'est véritablement une image historique. De voir Nicolas Maduro rentrer dans ce tribunal à New York après seulement quelques jours. Imaginez sa capture. 2 jours, 48 heures effectivement. Exactement. Depuis l'intervention très, américaine. Très vite, même si les Américains souhaitaient cette opération encore plus rapide, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Ils planchaient depuis des mois sur ce scénario et puis ils ont dû retarder à cause de la météo de quelques jours cette capture de Nicolas Maduro. Il a été transporté aux États-Unis et le voici désormais à New York au tribunal. Dans quelques instants, bien sûr, la Suisse qui annonce ordonner de bloquer les éventuels avoirs de Nicolas Maduro dans le pays. La Suisse, c'est une annonce du gouvernement suisse qui ordonne que soient bloqués ces fonds avec effet immédiat. Et s'il s'avérait être de provenance illégale, eh bien la Suisse s'engage à les rendre au peuple vénézuélien. C'est dire que Nicolas Maduro est d'ores et déjà dans la tourmente, lui qui se trouve désormais à New York. Et c'est intéressant de voir cette politique de Donald Trump. On a souvent dit que c'était quelqu'un qui parlait beaucoup. Voilà, il a agi, il a ordonné la capture de Nicolas Maduro et d'ores et déjà, il parle d'autres opérations. Le fera-t-il ? Ce n'est pas sûr, bien sûr, mais il parle déjà de la Colombie, de Cuba et du Groenland. Voilà, le Groenland que vous connaissez pour vous y être rendu il y a quelques mois. C'est pas un nouveau sujet, évidemment. Faire du Groenland un nouvel État américain, c'est pas nouveau, mais ça se concrétise finalement plus que jamais aujourd'hui. Ça fait des années que Donald Trump parle du Groenland, de la nécessité d'absorber le Groenland, d'en faire ce 51e État des États-Unis. Et on y était il y a quelques mois avec Ashraf Habib. Déjà à l'époque, on était là-bas pour faire une série de reportages à l'occasion des élections locales, mais aussi parce que Donald Trump
Trump disait qu'il voulait prendre le contrôle du Groenland. Ce matin, j'ai parlé avec quelqu'un à Nuuk, qui est la capitale du Groenland, et qui me confiait que ces dernières heures, les Groenlandais sont plus énervés que jamais, furieux des propos de Donald Trump. Ce n'est pas nouveau. Donald Trump répétait qu'il voulait le Groenland, mais avec ce qui s'est passé au Venezuela, forcément les craintes sont plus fortes que jamais. Et sur place, pour avoir rencontré des Groenlandais, je peux vous dire qu'ils ont le cuir dur. Ce sont des gens très très fiers qui en ont énormément contre le Danemark, faut bien le dire. Le Danemark est cette ancienne puissance coloniale. Le Danemark qui a encore des liens très forts avec ce territoire autonome du Groenland qui fait partie du royaume du Danemark. Mais les Groenlandais, s'ils veulent toujours plus d'indépendance, ils ne veulent pas voir le Danemark, cette ancienne puissance coloniale, remplacée par une nouvelle puissance coloniale qui pourrait être les États-Unis de Donald Trump. Et cette personne qui se trouve à Nuuk actuellement me disait aussi que les propos de Trump sont nuls et non avenus. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont déjà fortement présents au Groenland. Ils ont déjà des liens privilégiés, déjà parce que le Danemark est un allié de longue date, mais aussi parce qu'ils ont, les Américains, une base à côté au Groenland, pas si loin que ça de Nuuk. S'ils veulent envoyer des troupes, s'ils veulent avoir des navires autour du Groenland, libre à eux, parce que le Groenland, grâce au Danemark, sont au sein de l'OTAN. Et donc, attaquer le Groenland, ce serait attaquer un membre de l'OTAN, bien sûr. Alors, c'est intéressant, on voit les vues aériennes de Manhattan. On est dans le quartier d'affaires de Manhattan, pour ceux qui connaissent New York, là où il y a évidemment la bourse, Wall Street. Et il se trouve qu'à l'instant, les indicateurs des marchés nous parviennent. Wall Street, qui est vu dans le vert avec les majors pétrolières après ce raid américain au Venezuela. Les majors qui grimpent évidemment en avant-bourse. Le S&P attendu en hausse aujourd'hui. Ça, c'est la conséquence de l'arrestation de Maduro qui alimente aujourd'hui finalement les espoirs sur les gisements vénézuéliens. Ça en dit long sur ce qui est en train de se passer aussi. Absolument. New York, la ville de Donald Trump qui, dès l'arrestation, enfin plutôt la capture de Nicolás Maduro, a parlé de l'intérêt du Venezuela pour les entreprises pétrolières américaines. Très rapidement, il a dit le Venezuela ne fait rien pour exploiter ses gisements, ses fonds pétroliers, cette puissance financière qui est en devenir parce que Caracas est incapable de sortir cet or noir. Nous, on le fera, nous les Américains, et c'est bien sûr au cœur aussi du projet de Donald Trump. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a peut-être l'envie de mettre fin à un régime autoritaire au Venezuela, mais il y a aussi l'intérêt des entreprises pétrolières américaines et comme vous le dites, bien évidemment, le cours de ces actions monte. Thomas Posado qui nous a quittés, semble-t-il. Sachez que si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce Paris Direct, un peu évidemment chamboulé par ce qui est en train de se passer, le transfert de Nicolás Maduro et de son épouse que vous venez de suivre en direct à nos côtés. Il a quitté le secteur pénitentiaire de Brooklyn pour y être transféré sur l'île de Manhattan où il doit comparaître d'ici quelques heures devant un juge fédéral, Clovis Casali, des charges très concrètes qui pèsent contre lui. Je crois que l'acte d'accusation d'ailleurs a été reformulée pendant le week-end. Et tout le monde en parle bien évidemment dans le monde entier de cette opération au Venezuela. En France, lors du Conseil des ministres ce matin, c'est le chef de l'État Emmanuel Macron qui a affirmé, selon Le Monde, que la France n'approuve pas la méthode employée pour renverser Nicolás Maduro. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui a aussi souligné « Nous défendons le droit international et la liberté des peuples ». C'est vrai, le chef de l'État a aussi parlé de Nicolás Maduro comme d'un dictateur. Son départ est une bonne nouvelle pour les Vénézuéliens, mais véritablement cette opération menée, ordonnée, décidée par le président américain Donald Trump, est problématique à bien des écarts, notamment au niveau du droit international, car c'est la porte ouverte à tout véritablement. Si les États-Unis décident d'intervenir comme ça, librement, sans en avoir averti le Congrès ni les démocrates, Donald Trump a vraiment fait ce qu'il voulait cette fois-ci. Et on peut difficilement ne pas y voir chez Donald Trump la volonté d'asseoir l'autorité de Washington sur cette partie de l'Amérique du Sud qui n'était pas forcément pro-américaine. Et il y a véritablement de la réelle politique dans tout ça. Et donc Emmanuel Macron, qui a été critiqué, certes, par des partis d'opposition ici en France pour sa prise de position, c'est un peu en même temps. À la fois, il dit
Nicolás Maduro est un dictateur, c'est une bonne chose pour le peuple qu'il ait quitté ses fonctions, ou en tout cas qu'il ait été contraint de partir avec cette capture ordonnée par les États-Unis, cette opération menée par Washington et par les troupes américaines, et en même temps Emmanuel Macron qui dit qu'il fallait respecter le droit international et donc que c'était quand même un peu problématique de mener cette opération. Et qui répondait quand même à la polémique qui est en train de prendre de l'ampleur en France, parce que ce n'était pas la première déclaration du chef de l'État, ça lui est reproché d'ailleurs depuis 2 jours.